Dans la presse avec Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Et notamment à la une ce matin, la poursuite des frappes des États-Unis en Iran et qui affirme que les frappes américaines ont réduit à néant les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre. Le ministre des Affaires étrangères iranien, cité par Middle East Eye, accuse les États-Unis d'avoir violé la quasi-totalité des clauses du cessez-le-feu. D'après le Financial Times, l'Iran a fait le choix de prendre un risque considérable en jouant son atout majeur, annoncer la fermeture du détroit d'Ormuz pour faire pression sur le président Trump et conserver le contrôle de cette voie maritime vitale. Et c'est un choix que le quotidien britannique attribue à la colère de Téhéran face aux tentatives américaines d'affaiblir son influence sur le détroit, ainsi qu'à la mentalité belliciste, je cite, qui s'est installée à Téhéran après 2 guerres israélo-américaines en un an. Les analyses sur les raisons de cette stratégie divergent d'ailleurs. D'après le Wall Street Journal, Téhéran se considère comme le grand gagnant d'une guerre qui lui permettrait d'instaurer une Pax Iranica sur l'ensemble du Moyen-Orient. Le maintien aussi de son emprise sur le détroit d'Ormuz est considéré par le régime, en tout cas, comme plus important désormais que les dizaines de milliards de dollars d'allègement de sanctions. Pour l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, durant son premier mandat, John Bolton, dont l'opinion est également publiée par le Wall Street Journal, l'Iran est surtout désormais trop faible pour faire la paix, car les frappes américano-israéliennes auraient si bien décapité le régime, selon lui, que plus personne n'aurait l'autorité nécessaire pour négocier. Selon le New York Times, la mort d'une grande partie des tenants de la ligne dure à Téhéran pousserait leurs partisans à chercher à combler précisément ce vide en intensifiant la lutte contre les États-Unis et en présentant le compromis comme étant stratégiquement dangereux et moralement illégitime. Ce vide est également évoqué par le quotidien Libération, qui explique que ce vide attise les rivalités au sein du camp conservateur entre les ultras et les pragmatiques, l'absence du guide suprême Mojtaba Khamenei nourrissant l'instabilité et l'ambiguïté sur qui a vraiment l'ascendant dans la conduite des affaires. La guerre contre l'Iran que soutenait depuis longtemps Lindsey Graham, sénateur républicain mort subitement durant le week-end. La mort de ce faucon qui fut l'une des voix les plus influentes au sein du camp républicain sur les affaires étrangères est présentée par le Wall Street Journal, je cite, comme une perte pour les États-Unis et une perte pour la liberté dans le monde. Une perte en tout cas pour l'Ukraine, d'après le New York Times, qui présente l'ancien sénateur comme le plus influent défenseur de Kiev au sein de l'orbite majoritairement America First du président Trump. Une voix pour Israël auprès de Trump, selon Haaretz, le journal israélien, qui se demande qui va prendre la relève et devenir le principal porte-parole de Netanyahou auprès du président des États-Unis. The Guardian rappelle que l'ancien sénateur a été, en revanche, l'une des voix les plus influentes contre l'Iran et contre aussi auparavant l'Irak, contre lequel il a soutenu une guerre qui a coûté des centaines de milliers de vies. Un super faucon, on vient de l'apercevoir, d'abord critique de Donald Trump, avant de se convertir au Trumpisme, d'après le Financial Times. Lui aussi est un converti au Trumpisme. Marco Rubio, qui a invité les ministres de plus de 60 pays jeudi à Washington pour évoquer, selon lui, un péril majeur. Ce grave danger, c'est la résurgence du terrorisme transnational d'extrême gauche, j'en perds mon latin, selon le secrétaire d'État, dont la croisade inquiète la revue en ligne Salon. Souvent perçue comme la seule figure responsable au sein de l'administration Trump, les agissements de Marco Rubio sont un signal alarmant de ce que pourrait être le Parti républicain post-Trump, s'alarme le site américain qui soupçonne le gouvernement Trump de Donald Trump de chercher à réprimer les militants considérés comme des extrémistes d'extrême gauche. Son invitation, en tout cas, a laissé perplexe ou voire embarrasse ses alliés, selon The Daily Beast, qui évoque la consternation de plusieurs diplomates européens. Exception notable, le gouvernement Meloni, qui envoie à cette réunion son sous-secrétaire d'État à l'intérieur, mais pas le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, ce qui ne cale pas pour autant la colère de l'opposition italienne, qui voit dans la participation de Rome à ce rendez-vous une preuve de l'affinité idéologique de Meloni avec Trump, mais aussi une tentative désespérée de sa part pour tenter de regagner ses faveurs.
Hélène, les commémorations en France des 10 ans des attentats du 14 juillet 2016 à Nice. À Nice, n'oublie pas, titre ce matin le journal local qui revient sur les hommages d'hier, sur la promenade des Anglais, hommages qui vont se poursuivre jusqu'à demain en présence d'Emmanuel Macron. Et puis du sport pour terminer avec des nouvelles du Tour de France. Ouais, la grande boucle partant de canicule, balèze dans la fournaise. Mathieu Van Der Poel a remporté hier sa première étape du Tour au terme d'une étape donc étouffante et éreintante, dixit l'équipe qui fait état de la proposition notamment de décaler drastiquement les horaires, voire de réorganiser complètement le calendrier pour préserver évidemment la santé des joueurs. Et on verra si